Bonjour, cours numéro 6. Aujourd'hui, je vais commencer à aborder la production française post-1945. Dans ce cours, je vais m'attacher au contexte politique, au contexte économique et au contexte social des années 50 et 60. Contexte qui n'est pas sans rapport avec évidemment les politiques du logement, les opérations de logement qui sont conçues dans cette période. Et puis dans le cours qui suivra, on verra les types de plans qui vont se diffuser via les grandes opérations de logement de cette période. Dans les 2 derniers cours, j'ai abordé d'une part des transformations qui s'opèrent dans les appartements de la bourgeoisie parisienne entre les 2 guerres. J'ai illustré ce phénomène avec les exemples de Michel Rouchepitz, avec Ginsberg, avec Le Corbusier, et puis avec d'autres également. Et puis j'ai évoqué d'autre part la production de HBM dans Paris. Cette production, elle décline des programmes avec une gamme de plans diversifiés en fonction des publics visés, grosso modo des ouvriers, des classes moyennes. Et puis j'ai abordé une réflexion théorique qui est assez radicale. Cette réflexion, elle est conduite par une frange des architectes modernes. Ces architectes, au-delà de leurs divergences, s'accordent sur certains points. La nécessité d'une intervention massive de l'État dans la gestion de la crise, la nécessité de repenser les modes d'implantation des bâtiments d'habitation en fonction d'impératifs d'ensoleillement et également de rationalisation des process de construction, la nécessité d'intervenir dans les villes existantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont fossilisées, qu'elles sont considérées comme inadaptées aux besoins de l'homme de la civilisation machiniste. Nécessité de privilégier l'habitation collective pour des raisons d'économie, pour des raisons de dynamique sociale. Je vous ai donné quelques extraits d'articles, des citations d'auteurs qui se prononcent sur tous ces aspects, évidemment. Et puis, nécessité de déterminer les principes d'un minimum vital dans le logement, un minimum vital auquel tout individu devrait pouvoir accéder. Walter Gropius employait dans un article la notion de ration d'habitat, c'est-à-dire que de la même manière qu'il existe une ration alimentaire qui est le gage de la survie de l'espèce, on peut imaginer une ration d'habitat pour l'ensemble des habitants du pays, pour l'ensemble des masses laborieuses du pays. Donc c'est une réflexion qui porte à la fois sur les formes urbaines, une réflexion qui porte sur les process constructifs, et puis une réflexion qui porte sur l'espace du logement. Entre la France et l'Allemagne, il y a une différence majeure. Cette différence, c'est que les architectes modernes allemands sont engagés dans la production de logements sociaux, on l'a vu, notamment à travers les Siedlungen, alors que les architectes français, dans le même temps, n'ont que très rarement accès à cette commande sociale entre les 2 guerres. Il y a un postulat important qui se dégage dans les congrès internationaux d'architecture moderne entre les 2 guerres. Ce postulat, c'est que les classes populaires et les classes moyennes, les ouvriers, les employés, les petits fonctionnaires, ces classes populaires et ces classes moyennes des métropoles en croissance ont des besoins similaires. Ces besoins, on essaie de les identifier, de les spatialiser dans des volumes adaptés. Les volumes projetés prétendent à une forme d'exactitude eu égard à des besoins types, à des données biologiques partagées, et on l'a vu également à la sphère des mouvements humains dans l'espace domestique. Alors tout ça, ça constitue une facette du fonctionnalisme, à savoir l'articulation entre une forme et une fonction, et cette vision, elle va se diffuser en France notamment après 1945, on va avoir l'occasion de l'observer.
Ces propositions des architectes modernes, elles sont formulées dans un contexte particulier. En France et dans l'ensemble des pays concernés par des phénomènes de croissance urbaine, par des phénomènes de développement industriel, les défaillances de l'habitat, elles ne touchent plus uniquement les classes populaires, comme c'était le cas au XIXe siècle, mais elles touchent également les couches intermédiaires. C'est ce que résument les auteurs, chercheurs Susanna Magri et Christian Topalov dans cette formule. L'ouvrier était la cible. La réforme vise désormais la masse des salariés du tertiaire comme ceux de l'industrie, l'ensemble des couches sociales qu'une solvabilité limitée place devant le risque de subir la crise du logement. Pour la période post-1945, première remarque, en 1945, la situation est catastrophique et cette situation résulte d'un ensemble de paramètres. Il y a évidemment des bombardements, des destructions, ici à Saint-Lô qui est détruit à 80%. Ces destructions sont très largement causées par les bombardements alliés. Ces bombardements visent des sites stratégiques dans une période où la France collabore avec l'Allemagne. Mais il existe d'autres problèmes qui ne sont pas conjoncturels, qui ne sont pas liés à ces bombardements, mais qui sont structurels, qui relèvent de caractéristiques économiques de la France. Je vous ai expliqué que la construction de logements sociaux à Paris et dans sa banlieue, entre les deux guerres, elle ne répondait pas à la demande, ça c'est un fait, mais il y a un autre problème, et qui ne concerne pas uniquement la métropole parisienne, Paris et sa banlieue, mais qui concerne l'ensemble du pays. En fait, la construction, elle stagne en France pour deux raisons essentielles. Je l'ai déjà évoqué, mais peu importe, c'est important de le comprendre. La première raison, c'est la crise économique des années 1930. Cette crise, elle déferle en Europe suite au krach de 1929 à Wall Street. La crise économique n'est pas favorable à la construction de logements, ça on peut l'imaginer facilement. La seconde raison, je l'avais évoqué également, c'est le moratoire sur les loyers qui a été voté pendant la Première Guerre mondiale. Le moratoire sur les loyers, c'est un blocage des loyers. L'idée, c'est de ne pas pénaliser les familles des combattants qui sont sur le front. Le problème, c'est que qui dit blocage des loyers dit manque à gagner pour les propriétaires qui investissent peu dans l'entretien des immeubles. Et d'une manière plus générale, le secteur bâtiment cesse d'être rentable pour des investisseurs. Donc non seulement on entretient peu le parc existant, mais en plus, on construit très peu parce que ce n'est pas rentable. Ce moratoire, il est prolongé après 1918 et près de 30 ans plus tard, en 1947, on n'en est toujours pas sorti. Le résultat des courses, c'est qu'en 1947, les Allemands et les Anglais consacrent une part conséquente de leur budget au logement, en tout cas relativement conséquente, comparée aux Français qui ne consacrent que 1,3% de leur budget à leur logement. En 1946, une enquête sur le mode d'occupation des logements montre bien que la situation est problématique. Un tiers est suroccupé, 16% des logements sont en surpeuplement temporairement admissible et 18% en surpeuplement critique. Et les choses vont se compliquer, les choses vont empirer rapidement dans la mesure où, premièrement, la population va croître considérablement. On va passer de 40 millions d'habitants en 1946 à 49 millions 20 ans plus tard, avec un effet de baby boom que vous connaissez, vous en avez entendu parler, je ne reviens pas là-dessus. Et dans le même temps, les effets migratoires des campagnes vers les villes, ces effets migratoires qui ont été amorcés au siècle précédent, vont s'accélérer. Il y avait
52% d'urbains en 1936, il y a près de 62% d'urbains en 1962. Et ce sont précisément dans les villes que se posent les problèmes les plus cruciaux, c'est-à-dire des problèmes de logement insalubre, de logement suroccupé. Dans ce contexte de pénurie extrême, les pouvoirs publics vont acquérir une sorte de légitimité qui est totalement inédite. Une légitimité notamment dans la gestion des problématiques architecturales urbaines, avec la création d'un ministère dédié. Ce ministère, c'est le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le MRU. C'est la première fois dans notre histoire nationale qu'un ministère est chargé de ces questions. On considère que les initiatives privées ne sont pas en mesure de relever le défi auquel se confronte le pays, et c'est le MRU qui va piloter la reconstruction des villes détruites dans un premier temps, puis la construction des grands programmes immobiliers dans un second temps, à partir du début des années 1950. C'est-à-dire qu'il y a deux politiques qui vont se chevaucher dans le temps, la reconstruction des villes détruites, grosso modo de 1940 à 1954, et une politique de construction sur des sites vierges à partir du début des années 1950. L'intervention de l'État, on l'avait vu, elle était impensable au XIXe siècle, on est dans un siècle libéral. L'intervention de l'État, elle est embryonnaire entre les deux guerres. Après 1945, cette intervention est actée. La tâche qui se profile est immense, puisqu'il faut à la fois reconstruire les villes détruites, mais il faut en même temps mettre en place de nouveaux programmes pour résorber la crise sur le territoire national. Cette intervention des pouvoirs publics, c'est un projet politique à part entière, et ce projet, pour schématiser un peu, il recouvre trois ambitions qui sont parfaitement imbriquées: une ambition économique, une ambition technique et une ambition sociale. Je vais passer en revue rapidement ces différents aspects. Aspect économique dans un premier temps. À la fin de la guerre, le patrimoine bâti est sérieusement endommagé, c'est un fait, mais c'est l'ensemble du pays qui est affaibli. Des milliers de kilomètres de routes et de voies de chemin de fer ont été bombardés. Il y a une pénurie générale de biens de consommation, de matériaux. Il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier, il n'y a plus de cuivre. En un mot, l'appareil de production du pays est très largement pénalisé, voire partiellement détruit. Ce qui caractérise la période qui s'ouvre en 1945, c'est la naissance d'un État dirigiste. Cet État dirigiste entend conduire la reconstruction et la renaissance du pays. Je ne sais pas si la petite phrase de De Gaulle est visible. La grande tâche, la tâche sacrée, la tâche nationale s'appelle la reconstruction. Ce qui caractérise cette période qui s'ouvre en 1945, c'est la volonté de piloter, de diriger l'économie du pays. Et pour y parvenir, on va nationaliser les secteurs clés de l'économie, on va nationaliser une partie du secteur bancaire, des assurances, on va nationaliser les transports ferroviaires, les transports aériens, création de la SNCF, création d'Air France. On nationalise certains domaines de la production de charbon, production d'acier. On crée en 1946 un commissariat au plan et on va lancer des plans quinquennaux où l'on va fixer des objectifs à atteindre pour redresser le pays. En 1946, c'est le plan Menet, le premier plan.
ce premier plan, il va privilégier la reconstruction de l'appareil industriel, et notamment de 6 secteurs: l'électricité, le charbon, l'acier, le ciment, les transports et le matériel agricole. Concrètement, la question du logement, elle n'est pas centrale dans cette période, dans ce premier plan quinquennal. Ce plan, il est orienté sur la reprise économique, même si, en réalité, personne n'est dupe des problèmes que cela pose. Lors d'un rapport général sur le plan Monnet, qui est publié en 1946, les rédacteurs précisent que pour des raisons humanitaires évidentes, mais aussi pour des raisons de productivité, on serait bien avisé de s'intéresser à la question du logement. Néanmoins, il va falloir patienter. Eugène Claudius-Petit, grand résistant, proche de Le Corbusier, militant de l'architecture moderne, ardent défenseur de l'architecture moderne, Claudius-Petit devient ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme en 1948. En 1950, il lance un plan national d'aménagement du territoire. Ce plan projette la création et la redynamisation de bassins d'emploi, de sites industriels. Ici, sur cette carte postale, Mourinx-Lac-Ville-Nouvelle, c'est le site industriel et la ville de Mourinx, à proximité du gisement de gaz de Lac, dans le sud-ouest de la France. Dans son exposé, Claudius-Petit souligne premièrement que le temps des projets locaux, le temps des petits projets, c'est fini. Il explique que tout projet industriel doit être pensé dans une perspective d'aménagement du territoire. Deuxièmement, il explique que les programmes d'habitation doivent être articulés à cette vision à l'échelle nationale. Et troisièmement, il souligne qu'il faut évidemment intensifier la production de logements. Pour le ministre, l'essor de l'activité économique n'a de sens que si dans le même temps on construit un cadre de vie et des logements de qualité, ce qui peut évidemment se comprendre. Cette politique privilégie les sites industriels en conformité avec les objectifs du plan Monnet, mais elle vise plus généralement tous les sites qui peuvent concourir à une meilleure répartition des activités sur le territoire national. Il y a vraiment une approche nationale à la fois de la question de l'appareil industriel, du développement économique, et puis à la périphérie, de la construction d'opérations de logement. De ce point de vue, dans son approche nationale d'aménagement du territoire, Claudius-Petit est en phase avec un ouvrage qui est publié en 1947 et qui fera grand bruit. Cet ouvrage, il est écrit par un géographe, Jean-François Gravier. Gravier dénonce le centralisme parisien, Paris est le désert français. L'ouvrage prône une politique de décentralisation, et cette politique de décentralisation, elle va devenir la Bible de l'aménagement du territoire lors des décennies suivantes. L'urbaniste Bernard Marchand en a livré une critique assez cinglante dans un article qui est disponible en ligne et que vous pouvez évidemment consulter. D'un strict point de vue économique, ce premier plan quinquennal et le suivant portent leurs fruits, c'est-à-dire qu'après la stagnation de l'immédiat après-guerre, et avec les aides du plan Marshall évidemment, entre 1950 et 1958, on voit que les indicateurs sont plutôt au beau fixe, qu'il s'agisse du revenu national, du pouvoir d'achat, de la consommation des ménages, de la production industrielle, des exportations, etc. Cela dit, la question du logement, elle est toujours pas réglée, elle a même empiré. Pourquoi ? Parce qu'on a engagé des travaux colossaux pour reconstruire ce qui avait été démoli, mais le bilan comptable global est toujours assez
mauvais, il est toujours problématique compte tenu des besoins du pays dans cette période. C'est l'origine de l'appel de l'abbé Pierre, 1954. Près de 10 ans après la fin de la guerre, le problème n'est toujours pas réglé, l'abbé Pierre lance son appel, un appel qui fait suite au décès d'une femme qui est morte de froid sur un trottoir de Paris. Le problème concerne Paris et sa banlieue, le problème concerne évidemment l'essentiel des grandes villes françaises, et notamment celles qui ont été très largement bombardées. Malgré tout, ce qui est en gestation depuis que Claudius Petit est aux manettes, ce qui est en gestation depuis le début des années 50, c'est une politique nationale du logement qui va redistribuer les cartes. Et cette politique nationale, elle va également faire l'objet d'une approche planiste, avec des objectifs de productivité, au même titre que le charbon ou l'acier, et c'est dans ce contexte que les grands ensembles de logements vont se développer, c'est dans ce contexte-là que les grands ensembles vont progressivement faire leur apparition sur l'ensemble du territoire national. Cette politique nationale, elle repose sur une évolution du cadre de production. Ça, c'est le second aspect de l'intervention de l'État. Donc, le premier aspect que je viens d'évoquer, c'est la dynamique économique. Le second aspect de l'intervention de l'État, c'est l'évolution du cadre de production. En 1947, les services du ministère estiment qu'il faut construire 3 millions de logements pour résorber la crise. Dans quel délai, on ne sait pas très bien, mais il faut construire ces logements. 2 ans plus tard, en 1949, on pense qu'il faut construire 20 000 logements par mois, c'est-à-dire 240 000 logements par an, pendant 40 ans. Et le vrai problème, c'est qu'à cette époque, on construit un peu moins de 50 000 logements par an. Donc l'objectif qui se dessine très rapidement, il est clair, c'est que il s'agit de construire rapidement, voire très rapidement, avec des coûts réduits, voire très réduits, des logements décents pour les Français, pour le plus grand nombre possible de Français. Et pour y parvenir, il y a un consensus, c'est le deuxième point. Ce consensus, c'est la nécessité de moderniser le secteur bâtiment. Moderniser le secteur bâtiment, c'est-à-dire rationaliser les méthodes de construction, standardiser les compositions du bâtiment et envisager un mode de production industrielle. C'est un thème qui est déjà présent dans les années 1920-1930. Il est porté notamment par les architectes modernes au sein des SIAM, mais dans tous les débats de l'époque. Je l'ai évoqué lors du précédent cours, il y a cette réflexion sur l'organisation des chantiers en référence au taylorisme. Il y a tout ce qui relève de la préfabrication des éléments de la construction en usine ou à côté du chantier. Et puis, il y a toute cette réflexion sur la production de standards. Désormais, en France, ce sont les pouvoirs publics qui vont s'emparer de cette question. Cette transformation du cadre de production, elle va s'opérer en plusieurs phases. Dès les années 1940, c'est-à-dire sous le gouvernement Vichy, dès la période de Vichy, il y a un travail sur la normalisation du secteur bâtiment. Alors, j'entre pas dans les détails, mais ce travail, il est mené sous la direction de l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Agence française de normalisation. C'est une agence qui est créée en 1926, qui existe toujours. Et ce travail est piloté par le Bureau de normalisation du Comité d'organisation du bâtiment et des travaux publics, le COBTP. Inutile de retenir ce sigle, mais c'est pour vous décrire un petit peu là la situation, le contexte où l'État s'engage de manière claire dans la réflexion sur la normalisation. Autrement dit,
Cette volonté de normaliser, elle existe dans les années 1930, dans le discours des architectes modernes, les plus progressistes, les plus engagés. Cette volonté, elle est intensifiée sous Vichy, parce qu'il y a évidemment, dès les années 40, des villes à reconstruire. Hein. Et puis elle va se concrétiser après 1945. Mais dès 1940, il y a la norme numéro 1 qui est fixée. La norme numéro 1, elle concerne le principe de modulation. La modulation impose pour l'ensemble des composants du bâtiment des dimensions multiples de 10 cm ou des sous-multiples de 5 cm ou de 2 cm et demi. Pour le législateur, c'est une norme qui est fondamentale et c'est une norme qui peut avoir une incidence sur la profondeur des pièces, la hauteur des étages, la hauteur des baies, la hauteur des allèges, la hauteur des retombées, la largeur des baies, etc. En 1943, donc toujours sous Vichy, la revue Technique et Architecture consacre un numéro spécial à la normalisation et on passe en revue l'ensemble des corps de métier où des principes de normalisation sont censés pouvoir s'appliquer. Maçonnerie, profilé, béton armé, charpente, menuiserie, etc., etc. Et ça concerne également l'équipement ménager. L'équipement ménager pour lesquels les architectes sont sollicités. Ici, Georges-Henri Pinguçon, architecte que vous connaissez, j'imagine, sur lequel on reviendra plus tard. Ici, avec Pinguçon, c'est l'étude du volume spatial de service du lavabo en vue de définir ses dimensions optimales. Ces recherches, évidemment, elles reprennent des travaux amorcés entre les deux guerres que j'ai évoqués précédemment, notamment au sein des SIAM, tout ce qui concerne l'efficacité de l'aménagement des espaces intérieurs dans une perspective minimaliste. Donc ces travaux reprennent le thème du logement minimum. Souvenez-vous de la cuisine de Francfort, souvenez-vous des principes dimensionnels du Neufert. Tout cela, on va le retrouver là très rapidement. On va identifier les activités dans la cuisine et les équipements nécessaires à la réalisation de ces activités. On détaille les mouvements humains qui correspondent à ces activités, ce qu'on appelle les aires de service. On propose des dispositions types et tout cela débouche sur des cotes normalisées, y compris les cotes des batteries de casseroles. La presse professionnelle, ici c'est l'architecture d'aujourd'hui, évidemment relaie ces préoccupations, qu'il s'agisse d'équipements sanitaires, qu'il s'agisse des espaces dédiés au repas, qu'il s'agisse des chambres, dimension minimale, ici des chambres de 7, 10 et 12 mètres carrés, ce qui signifie clairement que les réflexions théoriques des années 20 et 30, menées lors des SIAM notamment, eh bien, elles commencent à entrer dans les pratiques. Elles sont en tout cas relayées. Elles sont à la fois relayées par les pouvoirs publics et relayées par les revues d'architecture. Dans le même temps, on sollicite les entreprises du bâtiment pour imaginer de nouveaux systèmes constructifs. Ces nouveaux systèmes constructifs sont évidemment censés accélérer la mise en œuvre sur les chantiers. Ces systèmes sont expertisés et vont recevoir des agréments. L'organisme qui délivre des agréments, c'est le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Il est créé en 1948, il existe toujours aujourd'hui. Et puis tout cela, ça fait l'objet d'expositions, de publications dans la presse architecturale de l'époque.
Dans cette période, donc juste après la guerre, juste à la libération, on lance des chantiers expérimentaux. Ici, on est en 1949. C'est un chantier qui se développe sur 3 sites avec 3 programmes différents. Chartres, ce sont des maisons individuelles. Creil-Compiègne, ce sont des immeubles collectifs de 3 à 4 étages. Villeneuve-Saint-Georges, ce sont des immeubles collectifs de 9 à 12 étages. L'hypothèse de la maison individuelle isolée ou jumelée en bande, elle n'est pas totalement abandonnée, mais on voit bien ce qui se profile. Et ce qui se profile, c'est validé dès l'année suivante, en 1950. En 1954, c'est la date du documentaire. 1950, en 1950, on lance un concours, le concours de Strasbourg, la cité Rotterdam-Strasbourg. Cette période consacre la fin des expériences sur la maison individuelle. Cette période, ce concours consacre le grand collectif. Ici, c'est un film de 1954, je le disais, dont je vais vous donner le lien dans le dossier de support de cours sur le cloud. Ce concours marque la fin des expériences sur la maison individuelle, il consacre le grand collectif. C'est un concours qui porte sur 800 logements. 65 équipes françaises sont en lice et toutes les grandes agences de l'époque candidatent à l'occasion de ce concours. Un extrait d'une intervention de Claudius Petit qui précise bien que, voilà, parler de 200 logements en 1949, 200 logements, c'est ce concours-là. L'année suivante, on envisage 800 logements et on considère que ce chiffre est un chiffre qui doit permettre d'envisager des économies tout en entraînant une réforme des manières de travailler sur le chantier. Ce qui se précise ici, c'est l'implication des entreprises dès la phase projet. Ce concours, c'est un concours concepteur-constructeur. Les entreprises sont mobilisées au stade même de la conception du projet. C'est un concours qui ambitionne de tenir des prix de construction très serrés, des délais de construction très courts. En l'occurrence, cette opération, elle devait être livrée en 18 mois. Le principe qui est adopté par la majorité des candidats, c'est le principe du plan ouvert, c'est-à-dire que les bâtiments sont dissociés de la rue. On le voit ici, chez Zerfus, chez Le Corbusier, chez Colbock, chez Phaéton. C'est un plan ouvert, les bâtiments sont dissociés de la rue, ils sont orientés selon la course du soleil. C'est un principe que Le Corbusier avait déjà défendu plus tôt. Ce principe consiste à s'émanciper de la tyrannie de la rue, pour reprendre l'expression de Le Corbusier associée à ce dessin publié dans les années 30. Le projet lauréat, c'est celui d'Eugène Baudouin. Ce projet, il est considéré comme le premier grand ensemble français. Le film que je viens d'évoquer là retrace, c'est un petit film documentaire qui dure quelques minutes, mais qui est très intéressant. Alors, avec cette opération, on reprend en réalité une histoire qui a été amorcée dans les années 1930
dans les années 1930 est une histoire qui a été interrompue par la crise économique que j'évoquais tout à l'heure, par la guerre. Je m'explique en 2 mots. En 1922, l'office départemental HBM du département de la Seine a construit à Drancy cette cité-jardin qui est composée pour l'essentiel de maisons individuelles. Elle fêtait que les premières cités-jardins comporteront de très nombreuses maisons individuelles. Une dizaine d'années plus tard, toujours à Drancy, c'est la cité de la Muette, qui est construite par ce même office HBM, les architectes Eugène Baudouin, Marcel Lodz. Vous comprenez bien le saut d'échelle qui s'opère déjà entre les années 20 et les années 1930. Henri Sellier, qui est le pilote des cités-jardins en région parisienne entre les 2 guerres, Henri Sellier explique très clairement le changement d'échelle, il explique très clairement le passage de la maison individuelle au grand collectif. L'office départemental a été appelé à modifier radicalement ses programmes, à transformer les plans d'aménagement dont il avait la charge dans le sens des formules rectilignes, à substituer aux constructions individuelles les immeubles collectifs et à orienter ses conceptions architecturales suivant les méthodes de l'art moderne. Donc, les formules rectilignes, ça renvoie aux constructions en ligne que j'ai évoquées dans le précédent cours. Cette opération de la cité de la Muette à Drancy, elle est unique dans cette période. Elle est unique à la fois par son échelle, elle est unique par la rationalisation du chantier, mais elle préfigure ce que pourraient être les opérations de logement du futur. Tout ça est interrompu par la crise économique et par la guerre, mais voilà, dès les années 30, il y a quand même des jalons qui existent dans la production française. Cette opération figure dans un article de l'urbaniste Maurice Rotival, qui intitule son article « Les grands ensembles ». C'est la première fois que l'expression « les grands ensembles » est employée. L'urbaniste Maurice Rotival décrit via ces schémas le processus en cours dans la genèse de nouvelles formes urbaines en relation avec l'aménagement du territoire. Entre parenthèses, cette opération aura un destin atroce, funeste, puisque le bâtiment U va devenir un camp de transit pendant la guerre. Les tours seront démolies entre 1974 et 1976, et le U, l'immeuble en U est classé aujourd'hui pour des raisons mémorielles évidemment, et aussi pour des raisons architecturales. 20 ans plus tard, on y est. 20 ans plus tard, à partir du début des années 50, en 1952, là, on lance de grandes opérations qui actent le changement d'échelle qui a été inauguré à Strasbourg, dans la cité Rotterdam, et qui actent également la transformation du cadre de production avec l'industrialisation du bâtiment. C'est ce qu'on a appelé le secteur industrialisé. Jusque-là, les entreprises de travaux publics étaient majoritairement des entreprises de petite taille. Pour supprimer cette mosaïque d'entreprises qu'on pense incapables de relever le défi de l'industrialisation du bâtiment, on va favoriser la création de grands groupes de BTP, bâtiments et travaux publics, avec lesquels l'État va passer des marchés pluriannuels qui vont porter sur la réalisation de plusieurs dizaines de milliers de logements. Donc, si vous voulez, il y a une refonte du secteur bâtiment avec la montée en puissance des grandes entreprises de BTP et avec l'apparition des bureaux d'études qui vont intervenir dans le processus de conception, évidemment, pour l'optimiser. À propos de l'évolution du cadre de production,
Le phénomène intéressant à observer, c'est que dans les premières années de la reconstruction, on a privilégié, c'est ce que raconte très bien Yvan Delemonté dans son ouvrage, on a privilégié des systèmes constructifs sur le principe du mécano, c'est-à-dire qu'on assemblait sur le chantier des petits éléments préfabriqués. Dans un second temps, on va développer le système des grands panneaux. Là, on est dans une logique de ce qu'on appelait la préfabrication lourde. C'est-à-dire qu'on va construire des usines dans lesquelles on va préfabriquer des morceaux de façade, des dalles, des morceaux de façade avec leur parement extérieur, avec la découpe des baies à venir, et on va les assembler ensuite sur le chantier. Donc il y a un changement, on préfabrique des petits éléments, ensuite on préfabrique des panneaux entiers qui sont levés et installés sur le chantier. Le système le plus connu de l'époque, c'est, en termes de préfabrication lourde, c'est le procédé Camus. Camus, c'est le nom de l'inventeur, de l'ingénieur, et un film documentaire, un petit film documentaire lui est consacré. Il est aux archives de l'INA, mais il est également sur YouTube. Alors, évidemment, cette évolution des techniques, elle va avoir une incidence sur l'évolution esthétique, sur l'évolution formelle des ensembles bâtis, mais ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'il s'agissait de reconstruire les villes détruites, le MRU n'avait pas de position esthétique particulièrement ferme. Ce n'était pas lui qui dictait l'esthétique des ensembles qui devaient être reconstruits. L'objectif on peut voir très clairement une affiche de propagande du MRU, quartier sans poumons, congestion du trafic, anarchie, chaos architectural. À l'avenir, il faut éviter de telles erreurs. Voilà. Le constat qui est fait par les architectes modernes dans les années 20, il est repris par les pouvoirs publics en France après 1945. À l'avenir, il faut éviter de telles erreurs. Éviterons-nous ces erreurs en reconstruisant sur ce tracé périmé ce quartier neuf? Le bon sens répond non. Quartier existant, plus ou moins démoli, va-t-on le reconstruire à l'identique? Non. En réalité, ce qu'on va entreprendre, c'est de remembrer les sols pour recomposer des îlots qui sont moins congestionnés. Ce qu'on va entreprendre, c'est de moderniser le réseau viaire. Évidemment, il y a la perspective de l'automobile qui se dessine dans cette période. Ce qu'on va privilégier, c'est une meilleure répartition des activités sur le territoire, notamment en éloignant les usines des tissus urbains. C'est-à-dire que l'objectif, c'est avant tout de remodeler des ensembles qui ont été rasés en les adaptant aux exigences de la vie du XXe siècle. Lorsque l'on passe en revue des opérations de reconstruction, on observe quoi? On observe que dans la majorité des cas, on a affaire à des immeubles qui ont des volumétries plutôt modestes, Orléans, Caen, Rouen, Sedan. Ces bâtiments sont régulièrement implantés à l'alignement des rues de manière tout à fait classique. Parfois, on trouve des toitures à pente. Très souvent, on trouve encore des toitures à pente, des chiens assis sur les toitures, des toitures ponctuées de cheminées. Pour la reconstruction de ces villes, les écritures architecturales, elles dépendent très largement des architectes qui sont nommés par le MRU pour
reconstruire, pour coordonner les travaux. Mais dans certains cas, les élus locaux ou les sinistrés n'acceptent pas les visions des architectes. C'est le cas de Le Corbusier à Saint-Dié. Le Corbusier est sollicité pour la reconstruction de Saint-Dié et il propose un ensemble avec 8 unités d'habitation. C'est un projet qui est très largement médiatisé dans un premier temps. Il est présenté comme le symbole de la Renaissance et puis finalement il sera abandonné en raison de l'opposition de grosso modo tout le monde. Le Corbusier les liste dans cet extrait de l'œuvre complète: des groupements grands bourgeois, petits bourgeois, ouvriers, CGT, socialistes, communistes, etc., etc. Et voilà. Le projet sera abandonné et la reconstruction se fera selon d'autres modalités. Donc les habitants, les élus avaient un poids par rapport à ce qui allait être construit sur leur territoire. À Royan, par exemple, les choses sont encore totalement différentes. Les architectes missionnés sont donc Claude Ferré et Louis Simon. Ces architectes sont fascinés par la modernité brésilienne, notamment par les travaux de Niemeyer, de Lúcio Costa. Cette modernité, elle est médiatisée par des expositions internationales. Elle est médiatisée par des publications dans la presse professionnelle. Ici, c'est l'architecture d'aujourd'hui qui consacre un numéro spécial au Brésil en 1947. L'historien Gilles Rago revient sur le Royan des années 50, sur la reconstruction de Royan. Ces architectes conçoivent une ville qui est non seulement remodelée, mais une ville qui affiche également une écriture architecturale qui est celle d'une modernité internationale. Le front de mer qui est totalement bombardé, il est restructuré avec la construction de nouveaux équipements, donc des logements, des équipements. Royan, c'est une ville qui est qualifiée de ville moderne, mais c'est une ville qui conserve des modes d'organisation des formes bâties qui ne dérogent pas fondamentalement à des principes classiques où les espaces publics, les espaces privés sont parfaitement délimités, sont parfaitement qualifiés. Donc ici, si vous voulez, on est très loin de la thématique du plan ouvert comme on l'a vu pour le concours de Strasbourg qui se déroule au même moment. Et le fait est que pour les nouveaux programmes de construction qui se mettent en place au début des années 50, mais surtout à partir du milieu des années 50, c'est-à-dire non pas pour la reconstruction des villes détruites, mais pour la construction de nouvelles opérations sur des sites vierges, on est dans une approche qui est totalement émancipée des tissus existants, qui est une approche qui est totalement dégagée de la pression des élus. Donc, si vous voulez, le concours de Strasbourg, d'une certaine manière, il a inauguré un changement d'échelle et il a fait apparaître un consensus sur les nouvelles formes urbaines. Dans ce contexte-là, on comprend bien que la voie est libre. La voie est libre et l'industrialisation de la construction, elle peut donner sa pleine mesure. Ici, c'est la transformation du cadre de production, c'est-à-dire l'industrialisation du secteur bâtiment, qui va être le support d'une nouvelle esthétique. Et le saut d'échelle, le saut quantitatif est considérable. Villiers-le-Bel, 1675 logements en 1957, Athis-Mons, 1407. Marly-les-Grandes-Terres, 1500, les Courtillères, Pantin, 1700, les Mureaux, 1300 logements, la Courneuve, 4000 logements. 4000 logements, c'est environ 20 000 habitants. Sarcelles, 8000 logements, 35 000, 40 000 habitants. D'un point de vue quantitatif, d'un point de vue strictement quantitatif dans cette période, le bilan est satisfaisant parce que on construisait
après-guerre, en 1948 précisément, on construisait environ 40 000 logements par an, et 10 ans plus tard, on construit 320 000 logements par an. C'est-à-dire qu'au début des années 60, on commence à entrevoir le bout du tunnel, on est en passe de résoudre la pénurie de logements. Alors on peut tout de même s'interroger sur cette spécificité française des grands ensembles, parce que l'Angleterre et l'Allemagne, deux pays qui ont été très largement détruits et qui ont également été confrontés à des problèmes similaires, l'Angleterre et l'Allemagne n'ont pas eu recours aux grands ensembles dans les mêmes proportions. Alors, le fait est que lorsqu'on interroge les Français, en 1947, c'est une étude qui a été conduite par l'Institut national d'études démographiques. Quand on interroge les Français, ils expriment très clairement une préférence pour l'habitation individuelle. Et on va engager une politique qui va très clairement privilégier l'habitation collective. Alors il y a plusieurs explications à cela. Première explication, à la Libération, la maison individuelle est utilisée comme un laboratoire pour des techniques nouvelles, certes, mais des personnalités comme Eugène Claudius-Petit sont convaincus que la maison individuelle, ce n'est pas une solution viable, une réponse viable à la production de masse. Donc, si vous voulez, il y a un argument économique qui est décisif, c'est que le pavillon individuel pèse plus lourd économiquement que le grand collectif. Pourquoi ? Parce que il requiert des infrastructures et, comme l'explique le directeur de l'aménagement du territoire en 1946, une politique pavillonnaire, c'est une source de gaspillage de temps en raison de l'étalement urbain qu'elle génère, de temps dans les transports, et gaspillage de kilomètres de conduite de toute nature pour équiper ces pavillons. Ça, c'est le premier aspect, c'est un aspect économique. Le pavillon individuel pèse plus lourd économiquement que le grand collectif, comme le montre cette brochure, comme l'exprime plutôt cette brochure du ministère de la Reconstruction en 1950. La deuxième raison, c'est le scandale des mal-lotis des années 1920. Ce scandale des mal-lotis, il est toujours présent dans la mémoire des élites politiques. Le scandale des mal-lotis, c'est une période qui a singulièrement discrédité l'hypothèse d'un urbanisme pavillonnaire en France, en tout cas au moins jusqu'au milieu des années 60, jusqu'au moment où tout va basculer dans notre pays. Une troisième raison, qui est d'ordre politique, elle est aussi assez claire, c'est qu'en 1945, les élites politiques souhaitent très fortement affirmer une rupture avec la honte de la collaboration, avec les valeurs qui étaient défendues par le maréchal Pétain. Le programme de la Révolution nationale de Pétain, c'est un programme qui comportait des visions anti-urbaines, essentiellement anti-urbaines. Ce programme valorisait l'habitat rural, il valorisait la maison familiale, le retour à la terre, les artisanats locaux, le génie des provinces de France, etc. Tout ce folklore régionaliste. Et à la Libération, les pouvoirs publics vont prendre le contre-pied de cette politique en défendant le principe d'une civilisation urbaine moderne dans laquelle la demeure familiale traditionnelle n'a plus sa place. Et pour faire entrer les Français dans cette civilisation urbaine, eh bien, il fallait réviser les formes de l'habitation comme l'envisageaient les architectes progressistes des années 1930. La citation de Claudius-Petit, elle est explicite à cet égard. Il est hors de question de prolonger les programmes de Vichy. Il faut envisager d'autres manières de concevoir les formes urbaines et l'habitation. Et
pour couronner le tout, quatrième raison pour laquelle on a privilégié le grand collectif, c'est que le grand ensemble, les grands ensembles sont plébiscités parce qu'ils représentent une forme d'habitat, ils incarnent une forme d'habitat qui pourrait accueillir l'ensemble des classes populaires et des classes moyennes, c'est-à-dire que le grand ensemble, et ça c'est présent dans de très nombreux discours à l'époque, le grand ensemble incarne d'une certaine manière une nouvelle société où la lutte des classes aurait disparu. Le grand ensemble incarne une nouvelle société où la cohésion sociale serait désormais favorisée par une plus grande proximité spatiale. C'est ce que disent tous ces extraits de témoignages, d'articles dans cette période. C'est-à-dire qu'à l'opposé de l'individualisme pavillonnaire, à l'opposé du chacun chez soi, du chacun pour soi, le grand collectif à la française a incarné pour un temps, ça ne durera pas longtemps, mais pour un temps c'est le cas, le grand collectif à la française a incarné une sorte d'idéal de civilisation urbaine où l'ensemble des couches populaires et des couches moyennes pourraient cohabiter dans un habitat nivelé. Cet aspect-là, ce que je viens d'évoquer, c'est la troisième facette de l'intervention de l'État. J'ai évoqué l'aspect économique, l'aspect technique, la transformation du cadre de production. Le troisième aspect, c'est la dimension sociale qui est portée par ce projet politique. Pour les pouvoirs publics, le grand ensemble, c'est un facteur de progrès social, c'est un facteur de progrès humain. Gérard Dupont, un des directeurs de l'architecture de cette période, qui écrit dans la revue Urbanisme tout le bien qu'il pense des grands ensembles qui se construisent dans le pays et des perspectives de progrès social et de progrès humain portées par ce programme. Dans ce contexte-là, une question, que disent les architectes? Michel et Cochard, alors ce sont des architectes, certains sont très connus, d'autres un petit peu moins, ça ce sont des architectes très connus dans la période. Michel et Cochard, la vie moderne mène au collectif. André Herman, dans le pavillonnaire, la promiscuité est plus grave que dans les collectifs bien conçus. Pinguisson, on peut concevoir un collectif où la liberté des individus est totalement sauvegardée. Marcel Lode, le pavillon permet moins d'isolement que le collectif. Voilà, donc les architectes plébiscitent le collectif, ils le font sans doute par conviction, dans la mesure où ils œuvrent pour faire entrer les Français dans la civilisation moderne. Donc ça fait partie des engagements d'une frange des architectes depuis les années 30. Puis ils le font aussi parfois par opportunisme. Pourquoi? Parce que s'ils sont certains d'être les acteurs centraux, majeurs pour la construction de grands collectifs, ils ont déjà perdu la main dans un secteur qui est celui de la maison individuelle. Pourquoi? Parce que le secteur de la maison individuelle, il est dominé dès l'après-guerre par des entreprises spécialisées. Maison Phoenix en est une. Et voilà, cette réalité-là économique n'est pas négligeable. Les grandes opérations de logement collectif, ce sont des opérations qui vont faire tourner les agences à plein régime pendant des années. Et évidemment, ce n'est pas négligeable. Alors, si je reviens à ce projet social que j'évoquais, il y a un aspect qui est fondamental, c'est la démocratisation du confort moderne. Les statistiques du logement à Paris ne sont pas très brillantes. Vous voyez, on est en 1954, 10 ans après la fin de la guerre. Il y a quand même 22% des logements qui n'ont pas d'eau à l'intérieur, 54% des logements qui n'ont pas de WC, 80% des logements qui n'ont ni baignoire ni douche, donc c'est pas très brillant. Donc les statistiques parisiennes sont mauvaises, les statistiques françaises sont également mauvaises. Dans le cas de Paris, la région parisienne, tous les commentaires se rejoignent pour dénoncer cette situation. Et les discours de l'immédiat après-guerre reprennent des thèmes qui sont débattus depuis près d'un demi-siècle, comme des réflexions qui sont tenues par
par le préfet Marcel Fauré, le préfet de l'époque. Le constat qui est partagé par tous les observateurs, c'est que la part du budget consacré au logement est trop faible pour augmenter les standards de confort de ces logements. Autrement dit, le confort, ça se paie, et il va falloir trouver les moyens de remédier à cette situation. Dans l'enquête de l'INED de 1949, c'est intéressant parce que lorsqu'on essaie de savoir ce qui légitimerait une augmentation de loyer, il y a seulement 25% des sondés qui mentionnent l'eau chaude, alors que 59% des sondés mentionnent des pièces comme une cave et un grenier. Et les enquêteurs, évidemment, déplorent cette situation et ils observent des attentes qui sont très contrastées entre les ouvriers, les employés et les classes supérieures. Il y a une enquête qui est conduite en 1955 qui confirme ces réticences en matière d'équipement domestique, c'est-à-dire que ce que note l'historien Théodore Zeldin à ce propos, c'est que le pays est encore composé composé de 4 groupes, divisés en 4 groupes. Il y a ceux qui disposent du confort moderne, il y a ceux qui aimeraient bien y accéder, il y a ceux qui sont relativement indifférents, et puis il y a ceux qui sont dans une situation économique tellement dramatique qu'ils sont résignés à l'idée de ne jamais le connaître. Mais les pouvoirs publics vont légiférer. Les pouvoirs publics vont légiférer pour réévaluer les loyers. Ils vont légiférer et imposer d'une certaine manière la diffusion du confort moderne auprès du plus grand nombre. Une loi en 1948 qui consiste à classer des logements selon leur standing, et puis de réévaluer les loyers via une surface corrigée selon des critères d'ensoleillement, de vue, mais aussi de confort moderne. C'est-à-dire que dans la réévaluation du loyer, on va tenir compte de la présence ou non d'équipements qui représentent le confort moderne. Une baignoire vaut 2 mètres carrés, un poste d'eau chaude sur une baignoire 3,75 mètres carrés, etc., etc. Donc on comprend bien la manière dont les pouvoirs publics légifèrent à la fois pour augmenter les critères de confort et pour établir un consensus sur la nécessité d'augmenter les loyers. Le confort se paye, pour y accéder, il faut payer plus cher. Seconde loi, en 1949, les habitations à loyer modéré, HLM, remplacent les habitations à bon marché, HBM. J'ai parlé dans le précédent cours des habitations à bon marché parisiennes. L'appellation HBM disparaît en 1949. Le fait est que la généralisation du label HLM nuance le caractère économique des programmes. Les loyers ne sont plus bon marché, ils sont désormais modérés. Dans le même temps, évidemment, la diffusion massive du confort moderne, elle s'inscrit aussi dans le décollage économique de la France. Ce décollage économique, il s'opère à partir du milieu des années 50. Ce sont les 30 glorieuses. L'expression a été forgée par l'économiste Jean Fourastier, a posteriori en 1979, dans cet ouvrage, Les 30 glorieuses, ou la Révolution invisible. Les 30 glorieuses, c'est la période pendant laquelle la France va progressivement basculer dans la société de consommation. Les 30 glorieuses,
C'est une période de croissance économique, c'est une période pendant laquelle on observe un chômage structurel, un chômage très très faible, taux de croissance élevé, consommation des ménages et pouvoir d'achat des Français qui se portent très bien. Et c'est une période où l'augmentation du pouvoir d'achat, le contexte économique plutôt favorable, va avoir une incidence sur l'équipement de l'habitation. Dans cette période, le Salon des arts ménagers, que j'ai déjà évoqué précédemment, le Salon des arts ménagers va jouer un rôle déterminant. Premièrement, il va jouer un rôle dans la diffusion des innovations qui vont s'intensifier dans cette période. Deuxièmement, le Salon des arts ménagers va littéralement célébrer les vertus du confort moderne, c'est-à-dire que le confort moderne, il est perçu, promu comme un phénomène de civilisation. Il est de moins en moins réservé à une élite et il commence à se démocratiser. Et troisièmement, le Salon des arts ménagers va jouer un rôle en tant que support logistique pour le ministère de la Reconstruction, qui va y exposer ses ambitions. Claudius Petit est président d'honneur du Salon des arts ménagers. À partir de 1934, dès 1934, le Salon des arts ménagers accueillait une exposition dédiée à l'habitation, exposition qui était organisée par l'architecture d'aujourd'hui. Après 1945, le MRU va prendre le relais et le MRU va médiatiser ces initiatives, ces grands projets, un peu partout en France. Il va les médiatiser au sein du Salon des arts ménagers. Ici, une maquette à l'échelle 1 de la reconstruction d'un immeuble, de la reconstruction du Toulon, avec l'appartement aménagé par Charlotte Périllan, etc., etc. L'équipement des foyers, il va être accéléré par l'électrification du pays. Je vous invite à lire cette citation. En 1954, en Bretagne, il y avait un quart des foyers qui n'avaient pas encore d'électricité. Tout ça, ça va changer au début des années 60. Ça va changer avec la création par EDF du compteur bleu. Le compteur bleu, il délivre suffisamment d'énergie pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble des appareils ménagers. Donc, ça va se faire progressivement. Il y a encore des caricatures qui paraissent dans la presse. Donc, progrès dans la diffusion de l'électricité, progrès dans la construction du réseau électrique, notamment via le programme des centrales nucléaires françaises. Et dans le même temps, l'équipement des foyers, il va être accéléré par la production industrielle des machines domestiques, des équipements domestiques. Pourquoi ? Parce que ça fait baisser les coûts. Et puis, l'équipement des foyers, il va être accéléré par l'autorisation du crédit à la consommation, c'est-à-dire une pratique selon laquelle on va s'endetter pour acquérir des équipements ménagers. Cet LM, c'est une structure qui s'appelle la Compagnie pour le financement des équipements électroménagers. Elle est créée en 1953. Et voilà, ces publicités de l'époque sont tout à fait explicites par rapport à ce qui est en train de se passer en termes d'équipement des foyers et des structures qui permettent de le faire, qu'elles soient industrielles ou de l'ordre du crédit. L'équipement des foyers, il est accéléré par l'engagement de la presse spécialisée, par la presse magazine, par Image, toutes ces revues, Science et Vie, elles relaient toutes ces initiatives sur un mode qui est parfois extasié, qui est souvent un peu hystérique.
Ici, c'est une actrice, une starlette de l'époque qui pose à la une de Paris Match avec un quart de chou rouge et un robot ménager. On comprend bien en fait ce qui est en train de se passer dans cette période, la fascination pour l'équipement de la maison. Des magazines comme Elle ou Paris Match présentent chaque année au Salon des Arts Ménagers des appartements modèles, des maisons modèles. Ici, la maison idéale 53, présentée par Paris Match, la famille française de l'époque, famille moyenne française de l'époque. Ces maisons-là, parrainées par des revues, côtoient d'autres réalisations, Maison Phoenix, une maison de Jean Prouvé. Donc il y a une cohabitation dans cette période entre les grandes opérations qui sont promues par les pouvoirs publics, plutôt des immeubles collectifs, on comprend bien pourquoi, je l'ai évoqué tout à l'heure, puis dans le même temps, le Salon des Arts Ménagers ne peut pas totalement se tenir à distance de l'appétit des Français pour la maison individuelle, donc on retrouve ça dans ces multiples expositions. Ici, la maison toute en plastique, alors j'aurai l'occasion de revenir sur ces projections dans l'avenir. Ici, c'est une maison qui est parrainée par le magazine féminin Elle, une réalisation unique au monde, la maison toute en plastique. La cuisine de demain, Zizi Jeanmaire et Roland Petit. Des documents existent sur le site de l'INA également. Prospective, que sera la cuisine en l'an 2000? La presse magazine est saturée de publicités qui valorisent l'acquisition d'équipements ménagers. Les équipements ménagers, ce sont des objets de désir. Offrir un réfrigérateur, un vrai frigidaire, qui est une marque, hein, c'est pas un nom générique. Frigidaire, c'est une marque de General Motors. Frigidaire, le vrai partout. En 1955, une étude commandée par la Chambre syndicale nationale des constructeurs de matériel frigorifique français, elle est réalisée par cette chambre syndicale pour le compte et par l'Union pour l'étude du marché de l'électricité. Alors, s'agissant des réfrigérateurs, on parle d'un marché en devenir. Pourquoi? Parce que seulement 10% des Français disposent d'un réfrigérateur, ce qui est relativement modeste, en 1955. Et dans cette période, dans cette étude, on observe que dans la quasi-totalité des cas observés, les possesseurs de réfrigérateurs ne s'en servent qu'en été et qu'en hiver, il fonctionne tous les jours dans la moitié des cas et son usage est complètement abandonné dans le quart des foyers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manifestement, il y a un nouvel objet qui entre dans la vie des Français, un nouvel équipement, et qu'ils n'ont pas totalement saisi l'intérêt et les modalités d'usage de cet appareil. La publicité va corriger le tir en expliquant aux Français que si leur logement est chauffé toute l'année, ce qui est désormais le cas de plus en plus souvent, eh bien, ils ont besoin d'un réfrigérateur qui fonctionne toute l'année et pas seulement en été. Bref, l'équipement domestique, c'est un marché à conquérir. Ici, Sud Aviation, c'est le fabricant des Caravelle et qui deviendra le fabricant du Concorde. Sud Aviation se lance sur ce marché prometteur, la technique aviation au service du froid. On retrouve une dimension pédagogique pour ce qui concerne l'ameublement des logements, l'équipement de la cuisine par exemple. Ici, vous voyez, publicité pour la cuisine intégrée. En gros, bon voilà, autrefois on faisait comme ça, après on a bricolé un petit peu, mais bon, soyons sérieux, vous n'êtes plus des paysans, soyez modernes, la cuisine intégrée s'impose. Réforme de mentalité à entreprendre, éduquer le public, propagande, croisade du bon goût, donc ouais, en permanence des arguments pour réformer la manière d'appréhender l'espace de l'habitation. Campagne de propagande, ça c'est le ministre de la Reconstruction qui prend la succession
Claudius Petit, apprendre aux gens qu'on peut mieux vivre dans un logement petit, mais logiquement aménagé, etc., etc. Voilà. Donc, cette idée de pédagogie du bien habité, elle est très présente dans cette période. Et certains, évidemment, ne doutent pas que les femmes vont désormais être libérées par ces nouveaux équipements. C'est évidemment un discours qui est très ambigu dans la mesure où de tels propos confirment le fait que la place des femmes est en premier lieu at home, dans la maison, pour réaliser des tâches domestiques qui sont désormais présumées allégées. Bon, c'est un autre sujet. Je ne m'attarde pas. Dans le prochain cours, on examinera les positions doctrinales des architectes au même moment, et puis on verra l'incidence de ces réflexions dans la conception des plans de logement. Voilà, c'est terminé. Merci, à très bientôt.